Bonjour à tous. Bonjour à tous, aux 17 personnes qui sont connectées. Je vous remercie d'être présents derrière vos écrans. Et tout d'abord, je tiens aussi à remercier chaleureusement Monsieur Daniel Kieffer qui m'a donné cette opportunité de faire cette visioconférence. Donc, je vais vous montrer un diaporama qui synthétise toutes les découvertes que j'ai pu faire sur 20 ans de recherche. Voilà, je démarre le diaporama, voilà, qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, l'enfant Peter Pan qui veut rester le bébé de sa mère, comment l'aider à grandir et s'épanouir. Voilà, donc Daniel Way, médecin de l'éducation et pédopsychiatre. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont beaucoup apporté dans mon parcours professionnel. Et tout d'abord, je souhaitais remercier une grande dame, une pionnière, Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, dont j'ai suivi les traces et dont je suis un élève spirituel. Donc, vous m'entendrez parler d'elle voilà, tout au long de ce diaporama. Une autre personne très importante qui m'a beaucoup apporté, c'est Alexander Summerland Neil, qui a raconté dans son livre que j'ai trouvé extraordinaire, Libre enfant de Summerhill, l'histoire de son école anglaise où les enfants avaient la liberté d'aller ou de ne pas aller au cours, ce qui montrait toute la confiance qu'il avait dans les formidables capacités et la vitalité des enfants. Il m'a aidé, bien sûr, au niveau pédagogique pour les enfants consultés, mais aussi pour mes propres enfants. Et la dernière personne que je souhaite vivement remercier, c'est M. Boris Cyrulnik, qui est très connu pour la résilience, qui est psychiatre, psychanalyste, éthologue. Et il m'a permis, à travers un de ses premiers livres, La naissance du sens, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, de réaliser mes 20 années de recherche comme un éthologue. Donc, qu'est-ce que l'éthologie? L'éthologue est un scientifique qui part à la découverte de la compréhension du sens des comportements des animaux et des humains, sans idée préconçue pour donner du sens au vivant et éviter de mettre dans des cases qui ne sont très souvent que des symptômes, comme moi-même, j'ai été programmé à le faire pendant mes études de spécialiste en psychiatrie. Je suis toujours là, mais je voulais vous faire partager toute l'émotion que j'ai eue quand j'ai vu ce dessin et que Marc, 5 ans et demi, m'a dit: «C'est le tyrannosaure qui va bouffer le bonhomme». J'ai pas compris le sens de ce dessin, mais les émotions étaient très fortes, donc je vous invite à entrer dans un monde invisible, extraordinaire, dans lequel les enfants m'ont emmené. Mais nous le reverrons par la suite. Pour commencer, quelques mots de mon parcours personnel qui était tout à fait singulier. En 67, j'ai fait mes 7 années d'études pour devenir médecin généraliste. Et comme je me suis rendu compte qu'on m'avait rien appris au niveau de la psychologie, des relations humaines, de ce qu'on appelle la psychosomatique, c'est-à-dire toute l'influence de l'émotionnel et des problèmes qu'on peut avoir à l'intérieur et qui peut avoir des conséquences sur notre santé du corps. Voilà, j'ai décidé de faire cette formation complémentaire. Et là, je me suis inscrit à la spécialisation en psychiatrie, donc j'ai passé le concours d'interne. Et là, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique et là, je peux confirmer que ce film extraordinaire que certains ont certainement vu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, eh bien oui, que ça a existé. Ensuite, j'ai cherché à avoir des associés qui avaient une approche globale du patient et de la famille. Et donc, j'ai trouvé des associés, 3 associés avec qui je me suis installé à Compiègne, des personnes qui sont devenues des amis. Et j'ai travaillé donc 20 ans en médecine générale.
consultait les patients, il ne savait pas que j'étais psychiatre, donc je pouvais faire des thérapies. Mais comme il ne savait pas que j'étais psychiatre, il n'avait pas le sentiment d'être pris pour des fous, ce qui était le cas à l'époque. Et donc, j'ai reçu beaucoup de patients toxicomanes à l'héroïne et à la cocaïne. Et au bout d'une trentaine de patients, j'étais complètement épuisé et donc j'ai fait un burn-out. Et ça m'a permis de prendre du recul parce que tous ces personnes toxicomanes avaient leurs problématiques qui commençaient à la petite enfance. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas m'installer comme pédopsychiatre pour justement aider les enfants quand ils commençaient leurs problèmes et à devenir des adultes le plus épanouis possible. Donc c'est là où j'ai commencé mes 20 années de recherche par rapport aux enfants, comme médecin de l'éducation, en m'inspirant beaucoup de François Zolto. En 2014, j'ai eu droit à ma retraite, mais comme j'étais passionné par ces recherches et les consultations, j'ai fait des consultations à mi-temps. Et puis depuis le confinement, bah voilà, je suis passé à 2 tiers de temps et là, deuxième confinement, je suis pratiquement à nouveau à temps complet. Première partie, qui est l'enfant, c'est inconnu. Très souvent, nous les adultes sommes plus ou moins dans la fausse croyance que les enfants ne savent que peu de choses et que c'est nous, adultes, qui devaient leur apprendre les choses. Et en fait, savons-nous vraiment qui ils sont? Et ont-ils des choses à nous faire découvrir? Le premier rapport théorique que je vous propose, et ces schémas, je les montre à tous les parents qui viennent me consulter pour la première fois, chaque humain est comme un iceberg. Et donc, bien évidemment, la petite partie qu'on voit, c'est la partie qui n'est pas immergée, c'est donc ce qu'on appelle le conscient. Nous ne connaissons que 10% de nous-mêmes. C'est absolument incroyable. Et en dessous de la ligne de flottaison est caché notre inconscient, 90%. Et dans notre inconscient, tout est inscrit depuis le début où on était conçu par nos parents. C'est prodigieux. Et ça, c'est les enfants qui me l'ont appris. Dans l'inconscient, il y a deux forces essentielles. Le désir de mort qui nous pousse à nous faire du mal à nous-mêmes, à faire du mal aux autres, à saboter notre vie. Et le désir de vie qui nous pousse à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres, à nous épanouir, à nous rendre heureux. Donc, il n'y a pas des enfants qui sont totalement gentils, des enfants qui sont totalement méchants. Tous les enfants et tous les humains sont soumis à ces deux forces qui sont en lutte l'une contre l'autre en permanence. On raconte qu'un grand-père indien des États-Unis disait à son petit-fils indien que dans le cœur de chaque humain, il y avait deux loups. Un loup blanc qui était très bon, le désir de vie, un loup noir qui était très méchant, le désir de mort, et que notre vie allait dépendre du loup que l'on allait nourrir, c'est notre libre arbitre. Si on nourrit le désir de vie, ça va être la joie, ça va être l'amitié, l'amour, ça va être l'épanouissement. Si on nourrit le loup noir, le désir de mort, eh bien, ça va être l'enfer, l'autodestruction, la destruction des autres, la guerre. Il y a deux autres forces dans l'inconscient. Tout d'abord, une force très puissante que j'avais sous-estimée il y a 30 ans quand on m'en a parlé, le complexe d'Oedipe. Tout petit garçon est amoureux de sa maman et veut se marier avec elle, et il va tout faire pour essayer de piquer maman à papa. Si en plus il a des frères, eh bien les chevaliers vont se combattre pour savoir lequel va conquérir le cœur de la gente dame qui est maman. Donc il y a interdiction, je donne interdiction d'aller dans le lit de la mère puisque c'est un haut lieu amoureux. Et donc je fais écrire à la maman, ce que j'ai fait ce matin lors d'une consultation. Donc j'ai fait écrire à la maman les paroles qui étaient importantes à dire à son fils. Mon fils, je t'aime beaucoup. Et comme tous les garçons dans le secret de leur cœur sont amoureux de leur maman et veulent se marier avec elle, ce n'est pas possible. Je t'aime, oui, mais je t'aime comme un fils, mais pas comme un amoureux. Et là, je pense que je fais de la prévention pour l'avenir. C'est pareil pour le papa qui reçoit le désir amoureux de sa fille, puisque la fille est amoureuse du papa et veut se marier avec lui. La deuxième force, c'est l'imitation inconsciente.
Tout petit garçon prend modèle sur son père pour devenir un homme et toute petite fille prend modèle sur sa mère pour devenir une femme. Et j'ai l'intime conviction que c'est à cause de ces imitations inconscientes que de génération en génération se répètent les mêmes problématiques. Donc j'invite le père et la mère à dire à leur enfant, le papa à son fils, mon fils, je serais vraiment très heureux que tu libères toutes les belles richesses qui sont au fond de toi parce que tu es unique sur la terre et que voilà, que tu libères toutes ces belles forces pour t'épanouir et devenir heureux. Mais en même temps, comme dans le secret de ton cœur, eh bien, tu prends modèle sur moi pour devenir un homme, eh bien, je serais heureux qu'en plus, tu prennes modèle sur les belles richesses qui sont au fond de moi, toutes mes qualités, mais je t'interdis formellement de prendre modèle sur mes défauts et tout ce que je fais de pas bien. Et j'invite la fille à faire la même chose avec sa maman. Deuxième apport théorique, les inconscients communiquent. Les bébés se branchent sur l'inconscient de leurs parents, surtout leur mère, chez qui ils vont prendre comme une éponge ces émotions. Et ça, c'est tout l'héritage de cette pionnière Françoise Dolto. Donc, si l'enfant va, par exemple, pendant la grossesse, il va y avoir une hémorragie, que la maman a peur de perdre son enfant et qu'elle a peur qu'il meure, eh bien, lui, il va prendre dans son cœur tout cela, il va le garder dans son inconscient et ça va tourner en rond comme des tempêtes émotionnelles, comme des tsunamis de terreur. Et donc, mon but, c'est d'aider ces enfants à sortir et à libérer toutes ces terreurs puisque cette grande dame, Françoise Dolto, disait que ce qui pose le plus de problèmes aux enfants, c'est les secrets de famille. Donc, comment je sais ça? Parce que des dizaines d'enfants m'ont révélé dans leurs dessins libres des secrets de famille dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et ils les ont révélés dans leurs dessins libres et parfois aussi dans leurs cauchemars, puisque le dessin libre et le cauchemar vont utiliser le langage symbolique. Je vous donne des exemples maintenant et ils m'ont amené dans une sacrée aventure. Donc, comme une éponge, ils prennent ces secrets de famille dont ils n'ont jamais entendu parler dans l'inconscient de leur mère et parfois dans l'inconscient de leur père. Et ils sont donc capables, comme j'ai pu le dire, de révéler dans leurs dessins libres et leurs cauchemars ces secrets de famille. Donc, ils m'ont amené dans une prodigieuse aventure qu'on appelle la psychogénéalogie, tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qu'on peut prendre comme valise dans notre inconscient. Et de ce fait, ils sont devenus alors mes plus grands professeurs. On ne m'avait jamais parlé de la psychogénéalogie pendant mes études, mais c'est eux qui m'ont enseigné cela. Donc, mon premier grand professeur, Marc, avait 5 ans et demi, et vous avez déjà vu son dessin. Et il me dit, c'est le tyrannosaure qui va bouffer le bonhomme. Je n'ai pas compris le sens de ce dessin, je l'ai gardé sous le coude. Et après le 10e dessin de dinosaure plutôt méchant, je me suis dit, mais c'est pas possible, il veut me transmettre un message. Donc j'ai repris ce dessin-là. Et puis j'ai eu comme un déclic. J'ai posé la question à sa maman, est-ce que dans votre famille, il y a eu un homme cruel et méchant qui agit comme un tyrannosaure? À ma très grande surprise, la maman me dit, bah oui, j'ai eu un oncle qui a tué son père à lui et donc qui a tué mon grand-père. Waouh! Je me suis tourné vers ce petit garçon de 5 ans et demi et je lui dis, ça y est, je sais qui c'est le tyrannosaure. Le tyrannosaure, c'est l'oncle Lulu qui a tué son papa. Le tyrannosaure, c'est l'oncle Lulu qui a tué le grand-père de ta maman. Et ces paroles sont sorties de moi comme ça. Je lui ai dit, je crois que ça va aller mieux pour toi. Donc ce garçon que j'avais reçu pour des terreurs nocturnes, mais en plus il était mutique. C'est-à-dire il n'était pas muet, mais en consultation, j'avais très peu de mots. Et à l'école, on l'entendait jamais, il a bouclé en permanence. Le lendemain de cette consultation, il s'est mis à parler, à parler, à parler, à libérer la parole. Et j'ai eu ce retour par la directrice de l'école et la psychologue scolaire qui le suivait. Mais je ne vous ai pas dit le plus extraordinaire. C'est qu'il a dessiné 2 tyrannosaures. Et quand la maman m'a raconté l'histoire, l'oncle qui a tué son père à lui, il l'a fait avec l'aide de son frère parce que le père avait abusé de leur sœur. Et là, c'était absolument incroyable. Je me demandais vraiment dans quelle aventure il m'emmenait. Donc ces peurs ont disparu
Et donc, il avait retrouvé la parole. 3 jours après cette consultation, et là je me suis dit: «Ouh là là, je crois que la vie, elle m'amène dans une sacrée aventure». Un autre enfant de 5 ans, Anthony, qui faisait pipi au lit, qui avait des terreurs la nuit, il a fait ce dessin-là, il me dit: «C'est le vélociraptor qui est devant l'arbre». Des dizaines de dessins d'enfants m'avaient appris que l'arbre symbolisait le masculin, généralement le père, parfois le beau-père. Et donc, c'est comme si le diagnostic m'était apporté là sur un plateau d'argent. Je demande à la maman qui était là, est-ce que dans la famille du papa, en montrant l'arbre, est-ce qu'il y a eu un homme cruel et méchant qui agit comme un vélociraptor? À nouveau, à ma très grande surprise, la maman me dit, bah oui, mon mari, le père de mon fils, a eu des cauchemars pendant des années et des années à l'adolescence parce que sa grand-mère avait été assassinée à coups de hache par un garçon, l'adace qu'elle gardait. Ouf. Donc, ce garçon a vu ses terreurs disparaître du jour au lendemain. Il a arrêté son pipi au lit. Et puis, il y a 6 mois, je montrais ce dessin-là à des parents. Et le papa me dit, mais vous avez remarqué que l'arbre, il ressemble à une hache? Et je lui dis, ben non, j'avais jamais remarqué. Donc, en plus, voilà, un petit détail, un arbre qui ressemble à une hache indienne, voilà quoi. Donc, eh bien, ça a continué. Et donc, des dizaines d'enfants m'ont révélé dans leurs dessins libres que je leur proposais de faire des secrets de famille. Voilà le dessin de Marius, 10 ans, que j'ai reçu très angoissé. Et en fait, je suivais son plus jeune frère qui était atteint d'un syndrome autistique. Et il me dit, ce sont les 2 squelettes qui viennent hanter la maison et qui le terrorisent. Donc, tout de suite, au niveau symbolique, les squelettes, ça fait penser à des personnes proches qui sont décédées. Donc, je pose la question à sa maman, est-ce que dans la famille, il y a eu des êtres chers qui sont décédés? Et là, la maman me dit, bah oui, leur papa a perdu 2 frères qui sont noyés adolescents. Donc, il était de culture maghrébine. Et ces 2 frères se sont noyés et c'était un drame dans la famille et pour la maman de ces garçons et la mère du père de ces 2 enfants. Et elle a continué, elle m'a dit, ben voilà, la maman était tellement effondrée elle est allée voir une voyante. Et la voyante lui a dit, ne vous inquiétez pas, madame, parce que vos fils vont se réincarner dans vos petits-fils. Quelle parole de malédiction! Donc ces 2 garçons étaient hantés par leurs oncles qui étaient décédés. Voilà. Et donc la libération a pu se faire aussi à partir du moment où ils ont appris cela. Eric, 4 ans, il a dessiné des monstres qui lui font très peur la nuit, des escargots géants. Donc, 4 ans. Et il a fait un dessin d'un personnage et je lui demande, mais dis-moi, qui est ce personnage que tu as dessiné là? Et il me dit, c'est mon papa. Et là, j'étais surpris parce que je vois entre les jambes du papa, voilà quoi, quelque chose qui ressemble à son sexe. Et c'est quand même exceptionnel que des enfants dessinent cela. Et puis, je me suis souvenu que d'autres enfants qui avaient eu des garçons qui avaient eu des problèmes, avaient parfois dessiné des escargots et je pose la question: «Qu'est-ce qui ressemble le plus au sexe d'un homme qu'un escargot, de Bourgogne dont on tient la coquille, qui va ressembler aux testicules et puis, voilà, l'escargot pend, comme le sexe, du père». Donc, je suis parti sur cette hypothèse parce que c'est toujours des hypothèses. Et donc, face aux parents, je leur demande est-ce que il y aurait pu avoir des violences sexuelles dans la famille en leur ayant montré les schémas, comment les enfants prenaient dans l'inconscient de leurs parents, qui eux-mêmes prenaient dans l'inconscient de leurs propres parents, puisqu'on peut remonter jusqu'à 3 à 4 générations. Et donc, ils me disent non. Et puis, à un moment donné, je vois la maman qui avait les yeux embués et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et cette maman, il se trouve que quand j'étais médecin généraliste, je l'ai suivie comme patiente.
Donc, je m'adresse à elle et puis je lui dis, je la tutoyais, écoute, je te propose de venir me consulter et puis on parlera en secret ensemble. Et donc là, elle m'a appris que quand elle avait 11 ans, elle avait déjà un corps de femme et elle était invitée par une camarade qui avait 11 ans, mais qui était une enfant encore. Elle était invitée chez elle et cette camarade avait des grands frères de 18 ans qui, qui lui ont fait voir un film pornographique et ils se sont masturbés sur elle. Et donc là, alors elle avait 11 ans, elle a vu des escargots géants, ces sexes-là. Et donc, il se trouve que c'est son fils qui, ayant pris cela dans son inconscient, a pu apporter cela dans son dessin libre. Et moi, de ce fait, j'ai pu aider la maman à se libérer de ça et aider ce couple qui était encore prisonnier de ce secret de famille. Donc, c'est là où les enfants agissent souvent en co-thérapeute. Ils vont aider leurs parents à sortir de leur secret de famille. Voilà un autre dessin fait par Mélanie, 9 ans. Elle a peur des chiens depuis qu'elle est toute petite et elle dit en pleurant: j'ai peur qu'ils me mordent. Donc les chiens, le loup, les serpents sont souvent le symbole qu'il y a eu quelque chose au niveau violence sexuelle. Donc sur ce personnage-là, c'est quand même extraordinaire. Elle a dessiné un serpent entre ses jambes et puis un point d'interrogation sur le visage de cet homme. Quand j'ai fait entrer la maman, elle-même, cette fille-là n'avait fait aucun commentaire sur ce dessin qui était quand même particulier. La maman, tout d'un coup, elle a dit: mais c'est mon père. On m'a dit que ce qui m'avait fait vivre, c'était comme un viol. Voilà. Et donc, cette maman a pu se libérer de ce qu'elle avait profondément au fond d'elle et que sa fille avait pris dans son inconscient. Voilà l'histoire de Charline, qui est un peu plus détaillée, 6 ans. Charline a peur de tout. J'ai peur de rester toute seule à la maison. J'ai peur des rêves, j'ai peur du loup qui vient gratter à la porte et qui rentre dans la maison. J'ai appris des enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le loup, le voleur, symbolise souvent des violences sexuelles. Je demande à la maman, en mots un peu codés, puisque Charline était en train de dessiner, si elle a vécu des événements difficiles. Après beaucoup d'hésitation, cette maman me répond à voix basse par l'affirmative. Je l'invite à venir avec moi dans la salle d'attente pendant que Charline continue seule son dessin. Et elle me raconte que son père, qui était marin-pêcheur, lui avait fait vivre l'inceste sur son bateau quand elle avait 15 ans, ce qui était absolument abominable et l'avait complètement démoli. À notre retour, nous découvrons l'extraordinaire dessin de Pauline. Le voilà, vous le voyez. Et elle dit: c'est maman qui pleure et il pleut. Donc on voit les larmes de la maman sur son visage, on voit la pluie, chaque fois qu'il y a la pluie, c'est le symbole des larmes et de la tristesse. Ça, c'est la puissance de symbolique des enfants qui expriment leurs émotions comme ça. Si c'est un orage, c'est la colère avec des éclairs, voilà. Et donc, je pose ce dessin que je montre souvent à des parents, je leur demande: qu'est-ce que vous voyez d'extraordinaire? Donc souvent, ils me parlent du sourire, ils me parlent du collier, mais non, c'est pas ça qui est le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est rare que des enfants dessinent une maman toute nue. Mais en plus, le plus extraordinaire n'est pas encore là. Quand on regarde tout en bas du dessin, elle a dessiné une maman tronc coupée au niveau de sa ceinture. Et donc, quand une femme a subi des violences sexuelles, elle va se couper au niveau de la ceinture en reniant toute la partie du bas du corps et toute cette partie qui a été salie, violentée. Donc, Charline avait deviné, elle avait en elle tout ce qui était arrivé à sa maman. Et c'était absolument prodigieux, quoi. Donc, en découvrant le dessin, je ne propose à la maman de retourner en salle d'attente pour lui expliquer le dessin. Donc, je lui dis que Charline a tout pris dans son inconscient de son histoire d'inceste et je lui explique la symbolique du dessin de Charline. À notre retour dans le bureau de consultation, un nouveau dessin nous attend. Charline dit: c'est moi. Et donc, quand on regarde Charline, on voit qu'elle est toute nue, comme sa mère, et elle s'est coupée aussi au niveau de la ceinture.
Donc, si on pouvait avoir un doute quant à l'imitation inconsciente d'une fille sur sa maman pour devenir une femme, eh bien voilà, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Donc, en fait, ayant pris tout cela dans l'inconscient de sa maman, Charline partait dans la vie avec ce déni du bas de son corps. Donc, elle aurait pu faire des infections vaginales, des infections gynécologiques, des problèmes de douleur de ventre, voilà, parce que tout son bas était renié. Elle aurait eu certainement beaucoup de problèmes pour sa vie amoureuse et intime. À la deuxième consultation, Charline, elle fait ce dessin-là et elle dit: c'est la maison qui brûle, maman essaye de sortir de la maison. Quand un enfant dessine une maison, généralement c'est la maison de son corps, on y reviendra après, sauf s'il met une personne dans la maison. Donc il dessine la maman qui est à l'intérieur donc de la maison et qui sort du dessin et qui sort de la maison, pardon, comme pour sortir de l'incendie. Mais donc l'hypothèse que j'ai mise, c'est que quand la maman a vécu l'abominable, le feu dans son corps, l'inceste, le feu incestueux, elle avait voulu quitter son corps, mais comme c'est pas possible de vivre en quittant le corps, ben c'est comme si elle faisait des allers-retours en dehors de son corps et à l'intérieur de son corps. La troisième consultation de Charline, la maman me dit qu'elle a été choquée par les paroles de Pauline. Elle lui a dit: je ne veux pas grandir parce que j'ai peur de mourir. Elle a par ailleurs rêvé d'un loup méchant qui faisait peur. Après notre échange, Charline apporte son dessin et elle dit: c'est moi dans la piscine qui fuit, les oiseaux saignent, ils ont mal. Quel extraordinaire dessin, et quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite: quel bel utérus. Et donc, Charline s'est dessinée toute petite dans l'utérus, comme si elle était le bébé qui revenait dans l'utérus de sa maman, dans ce refus de grandir, dans l'envie de retourner dans le ventre de sa mère, souvenir du paradis perdu, quand elle était totalement nourrie, logée, blanchie, chouchoutée, dorlotée. Et donc, les oiseaux qui ont mal, c'est quand même extraordinaire. Les oiseaux qui ont mal et qui saignent. Souvent, les sexes seront appelés pour les enfants, le petit oiseau, la nénette, voilà, la foufoune. Voilà, donc ce dessin est absolument extraordinaire et la piscine, elle fuit. Donc voilà, est-ce que c'est une fuite de la piscine? Est-ce que ça trace le trajet vaginal qui a été objet de souffrance de la maman? Voilà, tout ça, c'est des hypothèses. Donc, Charline ne veut pas grandir, ne veut pas subir les mêmes choses que sa maman. Donc, j'ai dit à la maman que c'était vital de dire à Charline ce qu'elle avait vécu. La maman ne se sentait pas capable de le faire, elle a arrêté la thérapie. 7 mois après, la maman de Charline, rayonnante, revenant en consultation avec sa fille, elle m'a dit: ça y est, j'ai pu lui parler. Et là, à partir de là, on a pu terminer la thérapie de Charline, qui est devenue une enfant très, très épanouie, et elle m'a beaucoup appris, Charline. Conclusion de cette première partie: l'enfant va prendre les émotions négatives, surtout dans le cœur de sa maman, dès la grossesse. Et donc, par rapport à cette psychogénéalogie, je vais remonter, comme je le disais, parfois jusqu'à 3 à 4 générations. Et l'exemple que je donne souvent aux parents pour expliquer la démarche, c'est que j'avais reçu un garçon de 10 ans qui était pétrifié à l'idée qu'il allait mourir. Il était sûr qu'il allait mourir. Donc, j'ai rien trouvé à son niveau. Quand un bébé est né avec le cordon ombilical autour du cou et qu'il est réanimé parce qu'inconscient, il a approché de près la porte de la mort et donc il est porteur de la terreur de la mort. Mais chez cet enfant, j'ai rien trouvé. Chez ce garçon, j'ai rien trouvé. J'ai ensuite été voir chez les parents, j'ai rien trouvé. J'ai été voir chez les grands-parents, j'ai rien trouvé. Et juste au-dessus, j'ai trouvé une arrière-grand-mère qui avait été enfermée en camp de concentration des nazis. Et donc c'est tellement abominable pour ces personnes que voilà, ça avait eu des répercussions sur l'arrière-petit-fils. Dès qu'il a pu excusez-moi parce que j'ai reçu un message de quelqu'un qui
qui n'a pas reçu le lien, donc qui est déçu. Dès que l'enfant a entendu l'histoire, il était libéré complètement de ses terreurs. Donc, quelle démarche je fais pour libérer les enfants des secrets de famille? Lors de la consultation, en montrant comme les enfants ressentent toutes les émotions de la maman, en particulier depuis le début de la conception, je montre des photos de l'enfant, des photos de femme enceinte avec un bébé qui grandit dans son ventre. Et je fais raconter par la maman devant son enfant les peurs qu'elle a eues pendant la grossesse, l'accouchement et la petite enfance. Par exemple, si la maman a eu peur suite à une hémorragie que son bébé s'en aille et meure, donc il a pris cette peur, il l'a gardée dans son inconscient et ça tourne en rond, cette terreur de mourir. Des peurs aussi lors de l'accouchement ou ralentissement du cœur. La maman a peur que son bébé meure, donc l'enfant a appris aussi cela puisqu'il ressent tout. Et très souvent, les mamans ont peur de la mort subite du nourrisson. Et donc la maman va voir si il respire pendant son sommeil, donc pendant 100 nuits, 150 nuits, parfois 300 nuits, puisque ça arrive sur une année, voire plus. La maman va voir si son fils respire, par peur qu'il arrête de respirer. Et donc le bébé a pris toutes ces terreurs-là, et ça devient des tsunamis terrifiantes qui vont donner souvent ce qu'on appelle de l'agitation, de l'hyperactivité. Et toutes les peurs issues des violences, des secrets de famille révélés au cours des consultations. J'explique à la maman que son enfant a tout pris dans son inconscient et que ce n'est pas elle qui a transmis, parce que la maladie des mamans, c'est la culpabilité. Donc, en fait, non, je confirme, j'affirme que c'est les bébés qui sont capables de prendre dans le cœur d'une mère. La culpabilité étant la maladie des mamans, donc j'invite les mamans à mettre dans ma poubelle la culpabilité qu'elles ont pu se créer. J'explique aussi à l'enfant qu'il a pris dans le cœur de sa maman toutes ses émotions et qu'il les garde en lui, les bonnes comme les néfastes. Ensuite, je fais des démarches symboliques pour compléter le tout, une fois que la maman a raconté toutes les peurs qu'elle a pu avoir. Donc, je propose à l'enfant de se mettre en face de sa maman. Avant, je prenais les mains des enfants pour les poser sur le cœur de la maman. Maintenant, je demande aux mamans, avec les consignes de sécurité, de prendre les mains de son enfant, de les poser sur son cœur. Si la maman a été très heureuse et plein d'amour pour cet enfant, je dis à l'enfant qu'il a pris tout ça dans le cœur de sa maman et que je le fais mettre par la maman dans le cœur de son enfant. Je demande à l'enfant, est-ce que tu gardes cette grande joie et cet amour que tu as pris dans le cœur de ta maman? Il va dire oui, donc c'est super, j'applaudis. Et puis après, je fais prendre toutes les peurs que l'enfant a eues dans le cœur de sa maman, la peur qu'il meure, que ce soit suite à une hémorragie, la peur de la mort subite. Et je propose à la maman de les mettre dans son cœur. Je demande à l'enfant si il va garder ses peurs. Souvent, ils vont dire oui. Alors, je dis, mais attends, ça va pas. La maman, vous voulez qu'il garde ces peurs-là? Ben non, pas du tout. Bon, bah d'accord, bon, bah je les garde pas, donc je les jette à la poubelle. Maintenant, c'est pas possible. Tu les as pris où? Bah, je les ai pris dans le cœur de maman, donc tu les remets où? Bah, dans le cœur de maman. Bah oui, bien sûr. Je vais demander à ta maman si elle est d'accord. Et là, je dis à la maman, comme il n'est pas mort, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, il va rendre toutes ses peurs symboliquement à sa mère. Et cette démarche est extrêmement puissante. Et dès cette première consultation, c'est incroyable les progrès qu'il y a déjà chez cet enfant et les diminutions des angoisses. Et ensuite, je fais donc ces démarches de libération avec la maman et parfois avec le père, qui sont extrêmement puissantes. Deuxième partie, ma découverte du syndrome de Peter Pan chez l'enfant. Donc, Peter Pan disait, je suis la jeunesse, je suis la joie, je suis un petit oiseau tout juste sorti de l'œuf. La fée Wendy lui demande, pourquoi tu t'es enfui? Peter Pan, parce que j'ai entendu père et mère parler de ce que j'allais devenir quand je serai un homme. Je veux rester un petit garçon toute ma vie et m'amuser. Voilà, c'est la belle image qu'on a de l'insouciance et du courage de ce garçon qui lutte contre le capitaine Crochet. Mais peu de personnes connaissent la partie ombre de sa personnalité
expliqué par son auteur écossais James Matthew Barrie. Je cite James Matthew Barrie. Après la mort du capitaine Crochet, le rideau se lève sur un Peter Pan devenu un véritable Napoléon sur son bateau. Il ne doit pas se lever sans qu'on le voie sur la poupe coiffé du chapeau du capitaine Crochet, fumant ses cigares et muni d'une petite griffe de métal. Voilà enfin découverte l'âme profonde de Peter qui se prend pour un empereur prêt à jouer le rôle du pirate tyrannique. À l'image de l'histoire de Peter Pan, le psychologue américain Dan Quilley a appelé le syndrome du Peter Pan les hommes qui refusaient de grandir et devenaient des tanguis, très manipulateurs et souvent pervers, narcissiques. Le plus connu, vous le connaissez, c'est le chanteur Michael Jackson, qui est le plus célèbre comme homme Peter Pan. L'histoire de Kilian, 6 ans et demi, un autre de mes grands professeurs. Ça a été mon premier diagnostic d'enfant Peter Pan chez l'enfant que j'ai présenté au Congrès européen de Lugano en Suisse en 2007, sous le titre « L'enfant chenille qui ne voulait pas devenir papillon ». Donc les précisions que j'ai à vous donner, c'est que je prends souvent la symbolique de l'enfant chenille qui ne voulait pas devenir papillon parce que dans le réel, l'enfant chenille va rester dans sa chrysalide, il ne va jamais se transformer en enfant papillon, le grand garçon ou la grande fille. Autre chose est le symbole de Peter Pan, puisque Peter Pan s'envole dans un monde imaginaire, magique, complètement stérile. Donc, je voulais vous dire de bien séparer ce symbolisme que j'ai choisi. Il consulte pour une hyperactivité importante et troubles de l'attention appelés TDAH. Et les causes précises du TDAH ne sont pas connues, mais le consensus scientifique actuel est axé sur des prédispositions génétiques et leur interaction avec l'environnement est traitée par Ritaline, Wikipédia, un médicament extrêmement dangereux, proche des amphétamines, qui, moi, me fait très peur parce que je me demande si ça ne peut pas donner des conduites toxicomaniaques par la suite. Et ça peut donner des grandes crises d'angoisse, j'ai été témoin. Il avait aussi des troubles graves de la prononciation et de la coordination motrice. Il était très tyrannique, c'était un enfant tyran, il était insupportable en classe, il montait debout sur ses classes, sur la table de classe et la maîtresse n'en pouvait plus, donc c'était ce qu'on appelait l'enfant tyran. Et il dormait dans le lit de papa et maman, il ne pouvait pas dormir seul dans sa chambre parce qu'il avait peur. Voilà le premier dessin qu'il a fait à la première consultation et il me dit, c'est ma maison, en haut il y a l'escalier, et donc, l'autre maison, c'est celle du voisin. Donc, tout d'abord, j'ai vu l'escalier qui était noir et j'apprenais qu'il avait peur de monter en haut et c'est pour ça qu'il voulait dormir avec papa, maman. D'où le noir qui traduit les émotions de peur, parfois de colère, de tristesse, toutes les émotions plutôt néfastes. Et donc, qu'est-ce que je remarque? C'est entre les deux maisons, il y a, partant des deux cheminées, un cordon de fumée. Alors là, j'étais vraiment très, très interpellé, très interrogateur. Et comme Françoise Dolto le disait, quand un enfant dessine une maison, c'est la maison de son corps. Donc, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc, Kilian s'est identifié symboliquement à la première maison. Je me suis demandé qui représentait l'autre maison et qu'est-ce que ce cordon de fumée qui relie les deux cheminées. Après 15 jours de thérapie, il fait ce dessin-là, il me dit la maison du voisin est en rose, il y a un mur entre les deux maisons. Je trouvais étonnant ce dessin, je n'ai pas compris ce dessin-là. Et donc il y avait toujours ce cordon de fumée. J'ai mis alors l'hypothèse qu'il serait le cordon ombilical le reliant à sa mère, symbolisé par la deuxième maison. Ces éléments exprimeraient le désir son désir de rester le bébé de sa mère, comme il était dans son ventre, avec le cordon ombilical qui était entre eux. Et le mur, j'ai mis l'hypothèse que le mur, entre deux, c'était l'interdiction formelle que j'avais posée d'aller dans le lit de sa mère. 2 semaines après, il fait ce dessin-là, toujours ma maison et celle du voisin, le mur n'est plus là.
Donc, l'hypothèse symbolique que j'ai émise, c'est qu'il avait accepté l'interdiction de ne pas aller dans le lit de sa mère et de son père. Et voilà. Après un mois de thérapie, il fait ce dessin-là en disant: «Le garage est en feu, les pompiers sont là» et il y a toujours le cordon de fumée entre la maison, qui le symbolise, et puis, le garage qui est en feu. Le cordon ombilical est toujours là. Mais que va-t-on découvrir dans le prochain dessin? Je pense que beaucoup ont deviné. Eh bien oui, 2 semaines après, il fait 2 dessins dans la même séance, mais c'est une maison seule. Ça y est, il a décidé de s'autonomiser. C'est pour ça que la maison, elle est là. Seul, c'est lui. Mais le toit est noir et le noir symbolise souvent la peur. Donc voilà, il a accepté d'avancer, de devenir lui-même, mais il en a peur. Le deuxième dessin, il dit: «Il y a un arc-en-ciel». Et chaque fois qu'un enfant dessine un arc-en-ciel, quand ça jaillit comme ça de son inconscient, des dizaines d'enfants m'ont appris que l'arc-en-ciel symbolisait après la pluie vient le beau temps. C'est toujours une promesse d'amélioration, ce qui n'a jamais été démenti. La couleur de la maison est uniforme, le noir a disparu. Et regardez bien, il a dessiné un petit bonhomme juste en bas à ma gauche, un petit bonhomme qui tient l'arc-en-ciel. Il me dit: «Il y a un petit bonhomme qui tient l'arc-en-ciel» et il a dessiné comme Peter Pan qui tient l'arc-en-ciel. 2 semaines plus tard, Kilian me dit: c'est les tours jumelles qui s'effondrent». C'était impressionnant parce que c'était peu après, ce qui est arrivé le 11 septembre, mais je retrouvais ce cordon entre les 2 cheminées, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas du tout». Donc je dis à sa mère: «Je ne comprends pas pourquoi il fait ce dessin-là», évoquant à nouveau un désir de revenir bébé avec un nouveau cordon ombilical alors qu'il a beaucoup énormément progressé. Et la maman me dit: «Mais rappelez-vous à la dernière consultation, vous lui avez interdit d'aller dans le lit de sa grande sœur, qui s'est occupée de lui comme une petite maman quand j'ai été hospitalisé pendant un mois, alors que Kylian était alors un bébé de 20 jours. Donc, j'ai interdit à Kylian d'aller dans le lit de sa deuxième maman de cœur, sa grande sœur. Après 10 mois de thérapie, Kylian redort dans son lit, qui a été mis dans la chambre des sœurs. L'enseignante le trouve plus calme, ainsi que ses parents. Il est capable de jouer seul et n'a plus peur de sortir seul. Donc, Kylian a été vraiment un très très grand professeur pour moi. Et donc, j'ai retrouvé chez plus d'un millier d'enfants ce refus de grandir associé au désir de rester le bébé de sa mère, chez des enfants portant des symptômes aussi variés que l'hyperactivité, le retard scolaire, tous les retards d'apprentissage scolaire, dont la dyslexie et toutes les 10, l'énurésie, le pipi au lit, voire le pipi dans la culotte la journée, l'encoprésie, caca dans la culotte, toutes les angoisses importantes, les comportements tyranniques et violents, les troubles de l'attention, les dépressions, les tics et les tocs, troubles obsessionnels compulsifs, l'immaturité avec des comportements bébés et même certains syndromes autistiques, ce qui était pour moi une incroyable découverte. Je l'ai nommé le syndrome de Peter Pan chez l'enfant, à la suite de Dan Keeley aux États-Unis, ce psychologue américain qui l'a décrit, comme je l'ai dit, uniquement chez l'homme à partir de l'adolescence. S'il l'a décrit à partir de l'adolescence, ça veut dire que ça s'est bien mis en place dans l'enfance. Mais rien n'a jamais été écrit sur le syndrome de Peter Pan chez l'enfant, ni en France, ni à l'étranger. Voilà les caractéristiques, les traits caractéristiques habituellement rencontrés chez cet enfant Peter Pan qui refuse de grandir. Et je pense que ça va évoquer certaines choses chez des enfants que vous connaissez et qu'on appelle les enfants Peter Pan ou les enfants tyrans ou les enfants rois. Tout d'abord, le tyran va montrer des signes de son désir de rester le bébé. Il va coller à sa mère, il vient souvent dans le lit de maman, il suce son pouce ou prend encore la tétine, il prend encore le biberon jusqu'à 5-6 ans, parfois plus tard.
Il est très dépendant au doudou, il fait pipi au lit et dans le slip, caca dans la culotte, des crises de colère, mais comme à la maternelle. Donc voilà le premier élément qui montre l'immaturité profonde. Il est en dépendance totale de l'adulte. Il n'ose jamais rester seul. Il n'ose pas monter à sa chambre au premier étage. Il faut que maman vienne avec lui. Il n'ose pas descendre à la cave parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il est inconscient de la réalité et des conséquences de ses actes et pourra traverser la route comme c'est arrivé très récemment d'un enfant qui s'est fait renverser par une voiture, comme ça, sur un coup de tête. L'enfant Peter Pan croit tout savoir. Alors là, il est le Dieu, il est le roi, il est le centre du monde. Il va faire tout pour attirer l'attention de maman. Maman, je suis le centre du monde, tu t'occupes que de moi. Et donc, petit à petit, le tyran va manipuler, va séduire, va faire du chantage, jouer de la comédie, pourra entrer dans la provocation parce qu'ils sont tout de suite les failles dans le cœur des grandes personnes. Et il pourra entrer dans l'autodestruction, se faire du mal à lui-même, se taper, voire faire du mal aux autres. Et à la maison, il va refuser toute règle. Et il veut imposer sa volonté en manipulant les autres. Il est le commandant. Il coupe la parole de tous, surtout sa mère, et fait des bêtises pour attirer son attention. Il doit être le centre du monde et fait son cirque sans arrêt. Il n'y a que le jeu qui compte, c'est jouer, encore jouer, toujours jouer. Il est allergique au moindre effort, que ce soit à la maison pour les devoirs. Il faut lui répéter au moins 10 fois de faire les choses, se laver, s'habiller. Et donc, avant de partir à l'école, il ne va pas s'habiller. Il attend que maman l'habille. Ce qui fait que je propose aux mamans de l'avertir que s'il ne le fait pas, la prochaine fois, il l'amènera en pyjama à l'école. Et j'invite la maman à prévenir la maîtresse pour qu'il soit au courant. Et donc, voilà, quand la maman fait ça, c'est fini, parce que la honte de se retrouver en pyjama devant les camarades, c'est fini. Ce n'est pas une sanction, c'est le mettre devant ses responsabilités et les conséquences de ses actes. Il se croit le meilleur et veut dominer les autres. Il n'a aucun ami et se fait rejeter par les autres. Il n'aime pas les jeux collectifs parce qu'il ne supporte pas de perdre. Il va fuir dans son monde imaginaire comme Peter Pan, ce qui va provoquer un manque de concentration à l'école, des troubles de l'attention, avec souvent une grande agitation qui peut devenir hyperactivité. Et là, il va se trouver souvent avec ce médicament Ritaline, vraiment qui me paraît extrêmement dangereux. Il utilise à tout le moment le mensonge et le chantage sous toutes ses formes. Il joue souvent un rôle de comédien qui devient une fausse personnalité. Donc, au fur et à mesure de la thérapie, il s'étalant généralement sur 1 à plusieurs années, 3 ans, 1 à 3 ans en moyenne, et souvent après une année, il peut y avoir de très très grands progrès, de l'enfant Peter Pan au grand garçon ou à la grande fille. Donc, le grand garçon ou la grande fille va se manifester de plus en plus par des attitudes de grand, en prenant des initiatives et en devenant autonome. Mettre la table, etc., aider les parents. Il découvre la liberté, il lâche la mère pour aller vers le père qui, lui, est censé l'aider à grandir. Il respecte la parole des autres et ne cherche plus à tout prix à attirer le regard des autres. Il prend conscience de la réalité et de la portée de ses actes. Il accepte l'équilibre entre le temps pour jouer et le temps pour travailler. C'est extraordinaire. Et ça se fait tout seul dès qu'il décide de grandir. Il découvre ses qualités en acceptant ses propres limites et celles des autres et se fait de vrais amis. Il prend du plaisir à jouer avec les autres, accepte de perdre. Il devient de plus en plus présent dans la réalité, arrive à se concentrer à l'école et souvent les maîtresses sont très étonnées de la transformation qui peut se faire en quelques semaines. Il accepte les règlements et devient capable de consensus, devient de plus en plus vrai et authentique et il libère toutes les belles richesses qu'il a au fond de lui, sa créativité et souvent ce qui émerveille les proches. Il construit enfin l'être unique qui était en sommeil au fond de lui en libérant toutes les belles richesses de sa vraie personnalité. Et le grand garçon, la grande fille devient modeste et accepte d'écouter les autres. C'est la réussite dans tous les domaines. Donc, à l'origine du syndrome de Peter Pan, les peurs issues des épreuves que l'enfant a pu vivre. Si, par exemple, il a eu des traumatismes, il était à l'hôpital, il était inconscient, ça, c'est les épreuves que lui a vécues dans son histoire, mais aussi beaucoup de peurs maternelles qu'il a pris dans le cœur de sa maman.
Donc cette semaine, j'avais un enfant qui était terrorisé par, quel âge il avait? 6 ans. Il est terrorisé par la peur des fantômes et chaque fois que je trouve fantôme, c'est toujours des êtres chers décédés dont l'acceptation n'a pas pu se faire. Donc j'ai demandé à la maman: «Est-ce que vous avez perdu, des personnes proches?» heu et là, qu'est-ce que j'apprends de la maman? Qu'elle a fait 7 fausses couches. Donc tous ces pertes de futurs bébés, a été tellement douloureux à la maman qu'elle n'a pas pu faire le deuil et donc bah, cet enfant, il ressentait tout cela. Il avait peur des fantômes le soir. Donc à partir du moment où, c'est annoncé, je prends le pari que la prochaine consultation, ces peurs de fantômes vont disparaître et donc très souvent, l'enfant va être symptôme de la souffrance maternelle. J'ai reçu un enfant de 3 ans qui ne mangeait plus, qui ne dormait plus, qui était terrorisé et qui se faisait vomir. Je l'ai reçu en urgence à la demande de son médecin généraliste et donc quand je l'ai reçu, il était paralysé par la peur. Donc très rapidement, je lui ai proposé d'aller faire un dessin et j'ai commencé à parler avec la maman et 2 minutes après, il revenait, je le vois encore devant moi avec sa feuille et là, il essaye je lui demande: «Qu'est-ce que tu as dessiné?» et donc je ne comprends pas très bien, mais j'entends le mot fantôme. Chaque fois donc qu'il y a fantôme, je recherche un être cher décédé, dont l'acceptation n'a pas pu se faire, parce qu'il y a un risque de mourir de chagrin ou de terreur de la mort. Donc je m'adresse à la maman et je lui dis: «Est-ce que vous avez eu la perte d'être cher?» Et cette maman s'effondre en sanglots. Elle se met à me raconter sa tragique histoire, que quand elle était, petite fille, qu'elle avait 2 ans, elle a perdu un frère qui est mort-né à la naissance. Quand elle avait 4 ans, elle a perdu une grande sœur dans une opération chirurgicale. C'était tellement difficile, abominable pour elle, que son cœur avait explosé et que ces blessures de son cœur étaient encore, à vif et que là, elle les mettait en pleine lumière. Donc je lui ai proposé, d'aller voir le médecin pour lui demander l'adresse d'un thérapeute et je me suis tourné vers ce petit garçon, je lui ai dit: «Ça y est, j'ai trouvé qui c'est les fantômes». Les fantômes, bah, c'est ton oncle, le petit frère de ta maman qui est mort à la naissance quand tu avais 1 an et c'est la grande sœur de ta maman qui est morte quand ta maman avait 4 ans d'une opération chirurgicale. Ces paroles sortent de moi comme ça sans passer par ma tête. Je lui dis: «Je crois que ça va aller mieux pour toi». La maman est repartie et puis, le soir, comme, le médecin me demandait de le tenir au courant, je l'appelle et la maman et je lui demande: «Est-ce que vous acceptez que je raconte, au médecin?» parce que c'est très personnel. Elle me dit: «Oui, bien sûr». Je lui dis: «Comment va votre petit garçon?» Elle me dit: «Écoutez, il va bien, il est en train de jouer, il est calme là». J'étais très surpris. Une semaine après, j'appelle le médecin et je le mets au courant. Il me dit: «Oui, j'ai donné l'adresse d'un thérapeute à cette maman» et je lui dis: «Mais comment va le petit garçon?» Il me dit: «Mais écoutez, il y a plus aucun des troubles graves pour lequel je vous l'ai envoyé. Je ne comprends pas». Et moi, j'étais, sidéré, quoi. Je dis souvent: «La vie était bonne avec moi» parce que 9 à 10 mois après, cette maman était revenue avec son fils et il traversait une étape constructive qu'on appelle la période d'opposition, d'affirmation de soi et j'ai pu dire à cet moment que, bah, non, il n'y avait plus aucun des problèmes graves pour lesquels il était venu. Donc j'ai appelé cet enfant l'enfant symptôme qui ressentait toutes les souffrances de sa maman et c'est comme s'il avait dit à sa maman: «Maman, je sens que tu as toutes ces souffrances en toi, eh bien, c'est comme si, voilà, je veux t'aider et donc je vais avoir plein de symptômes qui vont faire que tu vas m'amener à consulter et donc bah, voilà, on va aller voir, monsieur O pour voir si lui, il peut pas te libérer», et voilà, c'est arrivé, fréquemment que des enfants aient des symptômes de la souffrance maternelle. Donc l'enfant va fuir devant ses peurs et comme il est programmé à faire face au danger ou à fuir, il va dire à sa maman: «Maman, j'ai trop peur de grandir avec toutes les peurs que j'ai pu prendre dans ton cœur, éventuellement dans le cœur de papa. Moi, ça me donne pas envie de grandir et comme je suis programmé à faire face au danger ou à fuir, eh bien, je décide de fuir. Quelle est la seule fuite possible pour moi? Eh bien, c'est le retour en arrière. Maman, je veux redevenir ton bébé, je veux pas grandir» et donc beaucoup vont dire à sa maman inconsciemment: «Je veux revenir dans ton ventre». Et beaucoup vont le dire aussi en parole: «Maman, je veux revenir dans ton ventre», souvent quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive. Et donc si la maman l'appelle mon bébé, ma puce, mon poussin, mon chaton, alors qu'il a 6, 7 ans, 8 ans, eh bien, comme les enfants réalisent les mots d'affection qu'il leur dit, que les parents, lui disent,
Eh bien, c'est comme si il voulait réaliser cela et qu'il se sentait conforté pour rester le petit bébé, le petit chaton de maman, le petit poussin. Donc, ça a des redoutables conséquences. L'enfant va bloquer lui-même les belles forces de vie au fond de lui, la confiance en lui, son intelligence avec les problèmes d'apprentissage scolaire, la confiance en lui avec beaucoup de peur. S'il bloque sa parole, ce sera des troubles du langage. S'il bloque sa sociabilité, problèmes relationnels avec les autres. Deuxièmement, il va développer au fond de lui celui que j'appelle le tyran, issu du loup noir. Ce tyran se prend pour le dieu, pour le roi, pour le centre du monde et il veut imposer sa volonté toute puissante à tout le monde, à la maman, à la maîtresse, partout. Et il va s'envoler comme Peter Pan dans son monde imaginaire où il s'enferme plus ou moins dans sa bulle. Et s'il s'enferme totalement dans sa bulle, ça donnera un syndrome autistique. Pourquoi je reçois 2 tiers de garçons pour 1 tiers de filles? Parce que tout petit garçon, s'il a peur, il revient vers maman pour rester son bébé, pour coller à elle. Si en plus elle l'appelle mon bébé, ça fait un premier collage. Mais comme en plus tout petit garçon est amoureux de sa maman et veut se marier avec elle, si elle l'appelle mon chéri, mon cœur, mon amour, ça va faire un deuxième collage. Donc voilà pourquoi je trouve 2 tiers de garçons, alors que la fille étant amoureuse du papa par le complexe d'Oedipe va décoller plus facilement de la maman. Si la vie avait donné au père de porter dans son ventre, vraisemblablement que j'aurais eu la proportion inverse, 2 tiers de filles pour 1 tiers de garçons. Mon objectif thérapeutique, je pense que vous l'avez compris, c'est aider l'enfant à passer de l'enfant qui veut rester le bébé de sa mère au grand garçon ou la grande fille capable de se prendre en charge lui-même et de s'épanouir en libérant toutes les belles richesses qui sont en lui. Troisième partie, le cas particulier des syndromes autistiques. Selon l'Institut Pasteur, il est désormais bien établi qu'il s'agit de maladies d'origine multifactorielle, avec cependant une forte composante génétique. J'ai la quinzaine d'enfants qui étaient entrés dans le syndrome d'autisme, dans le syndrome autistique. J'ai toujours trouvé un syndrome de Peter Pan et récemment, moins d'1 an, 3 enfants sont sortis de leur syndrome autistique. Eh bien oui, on va me prendre pour un fou, pour un illuminé, mais voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Et voilà. Donc voici un exemple, l'histoire de Saïd. Donc cet exemple de Saïd qui a eu une formidable progression, il avait 4 ans et demi, il était atteint d'un syndrome autistique et j'ai présenté son histoire à un congrès à Athènes en 2012. À la première consultation, la mère dit: son langage est apparu à 3 ans, il ne semble pas comprendre le sens des questions, je pense qu'il est autiste. Et je confirme c'était impossible à communiquer avec lui, comme s'il ne comprenait pas, comme s'il était ailleurs. Le papa ne supporte pas les atypies de son fils. En plus, le papa était médecin. Moi, je ne vois que son immaturité et quand sa mère arrive, il est un bébé. Saïd est appelé mon bébé par ses 2 parents et en plus mon poussin par sa mère. Donc tout était mis pour l'enfermer dans cette cage, dans cet aveuglement de bébé, de poussin. Donc je dis à Saïd, voilà, les parents pouvaient croire qu'ils ne me comprenaient pas, mais moi je sème des paroles dans le cœur des enfants, je lui dis: Saïd, je crois que tu veux rester le bébé de ta maman et ça c'est trop grave, tu vas te rendre très malheureux. Donc, je t'invite à arrêter et je t'invite à décider d'aller sur le chemin du grand garçon, de devenir un grand garçon. Voilà les premiers dessins qui révèlent une déstructuration complète de sa personnalité. Après 1 mois de thérapie, voilà le dessin, bas rouge, voilà, sans forme particulière. Ensuite, le deuxième où voilà, il y a un peu plus de couleurs, mais rien de bien encore précis. Après 4 mois et demi de thérapie, Saïd enfant prend conscience de son identité. Et là, une magnifique maison apparaît. Donc, cette maison symbolise son corps, lui-même. Avec une fenêtre, j'accepte de communiquer. Des fenêtres, j'accepte qu'on voie à l'intérieur de moi. Et une porte, j'accepte de communiquer. S'il n'y a pas de porte, c'est je ne veux pas qu'on communique avec moi. Je ne veux pas communiquer avec les autres. Et il y a un arc-en-ciel.
après la pluie vient le beau temps, la promesse d'amélioration. Le soleil qui est là, même s'il est rouge, et puis il y a une espèce de petite fleur, voilà, j'ai pas très bien compris le sens. Après 7 mois de thérapie, la maison s'est écroulée, c'est la régression. Que s'est-il passé? Et Saïd, là, il dit, c'est le mur. Je comprends rien. La circoncision qui devait avoir lieu n'a pas pu être tardée. J'avais imploré les parents de ne pas faire cette circoncision parce que je disais ça peut mettre en danger tout ce qu'on est en train de faire. Là, il est en train de prendre conscience de lui. Et non, ils l'ont fait quand même. Et j'étais terrifié par l'idée de rechute et d'aggravation. Après 8 mois de thérapie, la maison réapparaît. Et Saïd me dit, c'est la cheminée qui est coupée. C'est incroyable, la cheminée qui est coupée. Saïd parle de sa circoncision. Il vient confirmer pour moi le fait que la cheminée sur le dessin de la maison peut symboliser le sexe masculin. C'est ce que disait François Zolto et c'est ce que moi j'avais confirmé sur des dessins de garçons qui avaient subi des attouchements sexuels. Ça touchait autour de la cheminée. Donc, c'est extraordinaire. Et après un an de thérapie, voilà le magnifique dessin qu'il fait et il dit c'est moi. Et à côté, il y a une grande fleur. La grande fleur, c'est toujours le deuxième symbole de la maman. Donc on voit toute la place que prend maman et lui qui est à côté de maman, avec une autre petite fleur à côté. Et là, je suis toujours dans le questionnement que peut être cette petite fleur. Donc la fleur, c'est le symbole de maman, mais aussi de la féminité. Après 2 ans de thérapie, la maison au toit arc-en-ciel est remplie de promesses. La grande fleur symbolise la mère qui pourrait être cette fameuse petite fleur. Symbolise la mère, toujours, qui pourrait être cette petite fleur. Généralement, dans une famille, je vais dire, ça va être une petite sœur, une petite fille de la maison. Mais là, je ne savais pas. Après 2 ans, 3 mois, toujours la même fleur en position centrale, donc qui est la maman, et puis la petite fleur sous le soleil. Et la petite fleur, là, j'ai émis l'hypothèse que ça pourrait symboliser Saïd qui a dit à son frère, je voudrais être une fille. Après 2 ans, 4 mois de thérapie, la réponse arrive. Saïd dit, c'est papa, la fleur en noir. Et le papa reconnaissait qu'il était encore très attaché à sa mère et qu'il avait du mal à devenir pleinement lui-même. Donc généralement, le père est symbolisé par l'enfant comme un arbre, je l'ai déjà dit, mais là, il était symbolisé par une fleur noire qui symbolisait la fusion dont le papa était encore en relation fusionnelle avec la mère. Donc Saïd dit que la fleur au centre, c'est maman. Et juste à côté, il y a une petite fleur avec un champignon. Donc, j'ai émis l'hypothèse que ça pourrait révéler l'ambiguïté sexuelle de Saïd, le petit champignon qui ressemble souvent à un sexe masculin et la petite fleur en rapport avec son désir d'être une fille. 2 ans, 5 mois après le début de la thérapie, Saïd révèle son désir de revenir dans le ventre de sa mère. Il dit c'est dans la mer. Et chaque fois que les enfants dessinent l'eau, c'est le liquide amniotique. J'ai la confirmation par des milliers de dessins. Et comme en plus, quand ils disent c'est la mer, comme mer, mer, c'est homonyme, eh bien voilà, donc c'est la confirmation que c'est bien le ventre de maman, qu'il a eu envie de revenir dans le ventre de sa mère. Donc, comme j'ai dit, souvenir du paradis perdu. Et donc, il dit, voilà, il y a plein d'habitants et j'ai émis l'hypothèse qu'il était à l'intérieur dans le, dans le liquide amniotique et que probablement le coquillage contenant une perle qui est magnifique, c'était probablement lui, son identification. 2 ans et demi après le début de la thérapie, Peter Pan revient sur Terre et il dit à ses parents, j'ai peur de grandir et je ne sais pas comment grandir. Puis, je décide de devenir le grand garçon. Il fait ce dessin-là en disant, c'est moi quand je bois la potion magique. Donc, on a une image magnifique de Peter Pan qui boit la potion magique dans l'air, dans l'espace. Et le deuxième dessin, il dit, je reviens sur Terre avec mes 2 frères dans la navette spatiale. 3 ans après le début de la thérapie, Saïd révèle sa masculinité par l'apparition de l'arbre. Et il dit, c'est mon rêve, j'étais avec mes 2 frères, après avoir traversé la forêt maléfique,
On a vu le printemps, on a cueilli des fleurs pour maman. On a vu un tourbillon qui nous a aidés à retrouver maman et papa. Ce tourbillon s'est transformé en toboggan, on a glissé tous les trois. Et donc le troisième arbre, certainement Saïd, qui a les couleurs inversées, voilà. Et bien là, il se dessine comme voilà, un masculin à l'identité bah, d'un homme, quoi. 4 ans après le début de la thérapie, le grand passage. Saïd dit: c'est moi sur le pont et une grotte maléfique. Que pourrait être cette grotte maléfique? Cette entrée de la grotte maléfique, je pose toujours la question à des parents quand je montre ces dessins-là. Eh bien, pour moi, mon hypothèse me semble évidente. La grotte maléfique symboliserait le ventre de sa mère dans lequel il a souhaité revenir, dont là il a décidé de quitter pour revenir sur Terre, comme Peter Pan revient sur Terre. Qu'est devenu Saïd en mars 2012, donc quand j'ai présenté tous ces dessins à Athènes en 2012, donc 7 ans après le début de sa thérapie. Saïd est sorti de son syndrome autistique et il continue à bien avancer sur le chemin de la guérison. Il travaille très bien à l'école et s'est fait des copains. Lui qui était bloqué au niveau de ses émotions peut maintenant les exprimer et poser des mots dessus. Il se sent beaucoup moins angoissé qu'auparavant et voit grandir la confiance en lui. Il communique avec ses proches en s'affirmant dans son rôle d'aîné par rapport à ses deux frères, parce qu'avant il était nettement dominé par eux, et il se rapproche de son père qu'il accepte de serrer dans ses bras et d'embrasser. Ce qui a été formidable parce qu'il y a une réconciliation avec son père. Et le père est celui qui peut le conduire sur le chemin de grandir, mais le papa aussi a fait sa thérapie en même temps. Il habitait son corps qu'il développait à travers la natation, le vélo, etc. Quatrième partie, l'école des parents. Pour aller sur le chemin de la guérison, chacun a sa part de responsabilité. En premier, l'enfant, l'oisillon, je le nomme l'oisillon, doit décider de grandir. Donc, il doit décider d'arrêter de vouloir rester le petit bébé de sa maman et d'aller sur le chemin du grand garçon. La deuxième force, et souvent la responsabilité de l'enfant, est complètement niée en psychologie. Donc, pour moi, c'est essentiel de remettre en lumière cette responsabilité de l'enfant. La deuxième responsabilité, c'est la maman qui doit pousser le petit oisillon à quitter ses ailes protectrices et à s'envoler pour devenir autonome, pour grandir. La troisième force, c'est le père qui doit apprendre à voler, à l'enfant à voler de ses propres ailes et à se prendre en charge lui-même. Il faut ces trois forces. Et parfois, quand il n'y en a que deux, quand le père est absent, parce que le père est souvent considéré comme l'être absent et souvent la mère se retrouve chargée de toute la responsabilité de tout ça, ce qui est inacceptable. Donc le père a vraiment une place où le substitut paternel, beau-père, et parfois exceptionnellement grand-père, pour transmettre du masculin en particulier au fils. Donc les parents sont les acteurs principaux du changement de l'enfant. Et si un psychothérapeute ne travaille pas autant avec les parents qu'avec l'enfant, j'ose affirmer qu'il n'y aura que peu d'amélioration. Donc c'est vraiment essentiel que les thérapeutes travaillent autant avec les parents qu'avec l'enfant, qui ont souvent plus de travail à faire sur eux-mêmes que leur enfant. Donc la part de responsabilité de l'enfant. À la fin de ma consultation, quand j'ai trouvé des comportements très immatures, ce que j'appelle les comportements bébés, je pose la question à l'enfant assis en face de moi avec son ou ses parents qui est à côté de lui. Je lui demande: quel chemin tu choisis pour ta vie aujourd'hui? Alors il est un peu perdu, il y a de quoi. J'ajoute parfois aux parents que c'est énigmatique, mais que c'est volontaire. Mon objectif, c'est d'ouvrir au maximum l'esprit de l'enfant. J'attends un petit moment, je lui donne ses précisions. En fait, il n'y a que deux chemins. Le premier chemin, c'est de vouloir rester le bébé de ta maman. Le deuxième chemin, c'est de devenir un grand garçon ou une grande fille. Quel chemin choisis-tu? Si l'enfant choisit de rester le bébé de sa mère, alors là, je lui dis: mais c'est une catastrophe. Tu es libre de ta vie, mais si tu veux rester le bébé de ta maman, mais tu vas te rendre très malheureux. Ça va devenir l'enfer. C'est terrifiant, quoi. Tu vas bloquer toutes les belles forces de vie au fond de toi. Donc moi, je peux que t'inviter à aller sur le chemin du grand garçon. Si l'enfant choisit le chemin du grand garçon ou de la grande fille d'emblée, ou suite
à ce que je lui ai dit, mais je ne force jamais l'enfant. Je sais que si je force, j'obtiens l'effet inverse, il va s'opposer. Donc c'est toujours un choix. Donc si je choisis le chemin du grand garçon ou de la grande fille, j'applaudis. Et je lui dis, voilà, comme tes parents ont entendu, comme moi, que tu choisissais le chemin de grandir, je te propose de dire après moi 2 phrases. La première phrase, c'est je décide d'arrêter totalement d'être le bébé de maman. Je lui répète 3 fois, très souvent, presque dans la moitié des cas. Ça donne je décide d'être totalement le bébé de maman. Lapsus révélateur, l'inconscient a parlé. Et là, les parents sont complètement étonnés. Et ça, c'est super parce qu'au moins, je dis aux parents, ben voilà, où est le problème? Donc, certains bafouillent, n'y arrivent pas, certains disent non, je ne veux pas le dire. Et puis, quand enfin ils arrivent à dire cette phrase-là, donc je les invite à dire la deuxième phrase. Je décide de devenir totalement, ah, j'ai oublié totalement là, avec tous mes excuses. Je décide de devenir totalement un grand garçon ou une grande fille. Et donc, celle-là est beaucoup plus facile à dire. Et ensuite, je le fais noter sur un carton. Et ces phrases sont notées, je l'invite à mettre sa signature et il va encadrer ces phrases dans sa chambre et les parents sont invités à lui faire réciter ces phrases pour construire le socle du grand à l'intérieur de lui. La part de responsabilité de la maman. Si je découvre au cours de la consultation que la maman est hyper protectrice auprès de son enfant, je l'invite à retrouver l'instinct d'amour de la maman oiseau qui, après avoir couvé les oisillons dans l'œuf, les avoir couvés en dehors de l'œuf, leur avoir donné la béquille, les avoir enveloppés, à un moment donné, elle va dire aux oisillons cuit. Traduction, maintenant il faut voler de vos propres ailes. Si un oisillon qui ne veut pas voler de ses propres ailes, hop, un coup d'aile pour le mettre en bas du nid, alors qu'elle peut avoir très peur qu'il se fasse croquer par un chat ou écrasé par un camion. Mais elle sait dans son instinct d'amour de maman oiseau que l'hiver prochain va arriver avec l'hiver le grand froid et que s'il n'apprend pas à voler son oisillon, ben, va mourir de froid dans le nid. Donc voilà, son instinct d'amour la pousse. Beaucoup de mamans humaines ont oublié cet instinct d'amour de la maman oiseau, donc je les invite à retrouver cet instinct d'amour. Je lui demande quels sont les petits mots d'affection qu'elle donne à son enfant. Si elle l'appelle mon bébé, ma puce, mon poussin, mon chaton, mon chat, mon lapin, je demande à l'enfant, c'est grand comment un chat, un lapin ou un chat? Ben, il me montre, ben, je dis c'est la taille d'un bébé qui sort du ventre de sa maman. Donc je dis à la maman, c'est comme si vous l'appeliez mon bébé. Donc ils sont juste ces mots-là pour un bébé jusqu'à 1 an et demi. Et donc j'explique à la maman qu'elle doit faire le deuil du bébé pour pouvoir accueillir le petit garçon ou la petite fille jusqu'à 6 ans, jusqu'à la chute des dents de lait. Et à 6 ans, elle doit faire le deuil du petit garçon ou de la petite fille pour pouvoir accueillir le grand garçon ou la grande fille. Donc, elle doit petit à petit les aider à s'écarter d'elle-même parce qu'ils étaient en fusion totale avec elle. Si elle l'appelle aussi mon chéri, mon cœur, mon amour, eh bien, je le dis à la maman que ces mots-là sont interdits puisque c'est prévu pour l'amoureux. Donc, même s'il n'y a pas d'amoureux, elle n'a pas le droit de dire ces mots-là parce qu'elle va le conforter dans le complexe d'Oedipe. Donc, si elle appelle mon bébé et mon chéri, ça fait ce double collage dont j'ai parlé. Donc, l'enfant tourne en rond dans une cage fermée comme un oisillon sur lequel c'est écrit mon bébé, mon chéri, et donc ça donne de l'énergie en cocotte minute, générant ce qu'on appelle l'hyperactivité. Donc, j'invite la maman à demander pardon pour ces mots-là. Donc, elle va ouvrir en demandant pardon la cage dans laquelle il tourne en rond et elle va lui permettre d'aller sur le chemin de grandir et petit à petit, l'hyperactivité va disparaître sans médicaments. Parfois, des mamans vont dire à leur enfant, vous serez toujours mes bébés ou tu es la chair de ma chair. Vous serez toujours mes bébés. Je dis que c'est une malédiction parce qu'il est enfermé définitivement dans une cage, ses enfants. Donc, je lui fais écrire, je lui propose d'écrire sur un papier et symboliquement, je lui propose de mettre ces paroles empoisonnées de malédiction en petits morceaux dans ma poubelle que j'ai mise sur mon bureau. Et là, souvent, bah, elles acceptent et elles demandent pardon à leur enfant de leur avoir dit ces phrases-là. Et elle va leur dire maintenant, tu es un grand garçon ou une grande fille. La part de responsabilité du père, c'est la force la plus importante pour aider l'enfant, en particulier le fils.
Il est la dynamique essentielle. Il prend son fils dans ses bras de façon pacifique pour aider à couper le cordon invisible qui l'attache à sa mère. Il doit poser un cadre structurant pour aider son fils à grandir en lui transmettant sa masculinité. C'est lui qui est ministre de la loi et de la justice, obligatoirement puisque la maman a reçu de la vie ce don extraordinaire de porter dans son ventre, ce qui est un pouvoir qui donne à la maman d'autoriser son enfant à grandir ou de lui interdire de grandir. Je l'invite à faire le plus d'activités possible avec son fils. Et je prends souvent l'exemple des tribus d'Indiens aux États-Unis où les enfants quittaient le clan des femmes à l'âge de 7 ans. Et ensuite, ils allaient dans le clan des hommes. C'était les pères qui étaient responsables collectivement de faire des fils de bons cavaliers, de bons chasseurs, de bons guerriers. Malheureusement, notre société a beaucoup oublié ce qui est essentiel et cette part du père qui doit aider le fils en particulier à couper ce lien avec la mère. En conclusion, si ces trois forces de l'enfant, de la mère et du père convergent dans la bonne direction, je leur donne, alors les symptômes pourront diminuer et souvent disparaître. Et là, l'enfant va s'épanouir, mais très facilement, parce que dès qu'il libère ses belles forces, ça va se faire tout seul. Et je leur dis souvent que ce qui est extraordinaire sur le chemin du grand garçon, la bonne nouvelle, c'est que le chemin du grand garçon devient de plus en plus facile, alors qu'eux s'imaginent que c'est de plus en plus difficile. Le principal obstacle, c'est si l'un ou les deux parents sont aussi coincés dans le syndrome de Peter Pan. L'école des parents est la médecine de l'éducation. Comme la société n'a pas mis l'accent sur l'importance de l'école des parents, ceux-ci, souvent démunis, font souvent ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. L'éducation est malade. Et c'est pour ça que le plus important à mes yeux, c'est l'école des parents pour les aider le plus possible au niveau d'une éducation constructive. Voici des exemples des erreurs pédagogiques que je retrouve très souvent. Les petits mots d'affection dont je vous ai parlé, donc à la place de mon bébé, ça va être mon grand garçon. À la place de mon chéri, ça va être mon grand garçon chéri, par exemple. Voilà, des mots qui invitent à grandir. Donc, si elle l'appelle mon chaton, je dis à la maman, vous pouvez l'appeler mon cerf ou même mon éléphant parce que j'aime beaucoup l'humour. L'importance du jeu pour remplacer ce que Jacques Salomé appelait la fausse communication. Klaxon, tu. Beaucoup de parents ont appris à dire à leur enfant, tu fais ci, tu fais ça. Mais les enfants, ils sont coincés parce que tout d'abord, c'est des impératifs, tu fais ci, tu fais ça, et donc ils réagissent contre ça. Et les deuxièmes, quand ils n'ont pas trouvé pleinement leur moi et leur je, ils sont en difficulté pour se trouver eux-mêmes. Et donc, je raconte souvent l'histoire de cet enfant, Charline, qui était dans le syndrome autistique. Et quand elle est arrivée, donc j'ai pris toute seule et je lui dis, mais qui est Charline? Elle m'a dit, c'est pas. Je lui dis, mais qui est Charline? Elle s'est montrée avec le doigt, elle m'a dit, elle est là, tournez vers elle. Donc, j'ai dit aux parents, c'est indispensable de commencer toutes vos phrases par le je. J'aimerais que tu fasses ça, je te demande cela, voire je t'ordonne cela. Et je leur ai demandé d'afficher dans toutes les pièces un grand je imprimé pour leur faire penser. 3 mois après, elle rentrait dans mon bureau toute seule. Elle me dit, moi, je suis une grande fille. Je suis allée avec mes parents en vacances à la montagne. C'était extraordinaire. Elle avait enfin trouvé le moi, le jeu, parce que les parents donnaient le bon exemple du jeu. Quand l'enfant l'entend 3, 4 fois, ça y est, ça lui donne l'indication que voilà, il est une personne. Et donc, alors que le tu, ça fait perdre complètement l'esprit aux enfants. Donc, souvent, dans mon bureau, les parents vont dire ramasse ça, s'il te plaît. Donc, je leur dis, mais c'est important de ne jamais dire s'il te plaît la fameuse politesse à votre enfant. Et je leur explique que j'ai eu dans mon bureau un garçon qui avait jeté de colère quelque chose par terre, il avait 9 ans. Et la maman lui dit ramasse s'il te plaît. Et lui, de la regardant effrontément dans les yeux, lui a dit non, ça ne me plaît pas. Ce sont les mots, le sens des mots. Quand on dit à l'enfant s'il te plaît, si ça ne lui plaît pas, il ne va pas le faire. Si on lui dit tu fais ça, d'accord, s'il n'est pas d'accord, il ne va pas le faire. Donc je dis aux parents jamais de s'il te plaît, parce que vous allez enlever votre acte d'autorité que vous venez de poser. Donc le s'il te plaît va être exceptionnel. Si vous demandez un service personnel à votre enfant, est-ce que tu veux bien aller chercher mes pantoufles s'il te plaît?
Donc là, OK. Mais vous pouvez aussi continuer d'exiger le s'il te plaît si vous demande quelque chose. Quand l'enfant coupe la parole, le parent va se retourner, va lui dire: «Bah non, tu sais bien qu'on ne coupe pas la parole». Eh bien là, le parent a déjà renforcé le tyran, il y a donné du pouvoir. Donc je dis aux parents: «Vous faites comme si vous n'aviez pas entendu et même en consultation, vous gardez le cap sur moi». Et là, j'explique à l'enfant que j'ai vu tout seul, j'ai pris le temps pour lui parler, c'est secret ce qu'il m'a dit et que maintenant, je lui ordonne de laisser sa maman tranquille parce que c'est pour elle que, voilà, elle est venue. Donc j'invite les parents à la maison de faire comme s'ils n'entendaient pas et ça marche très bien. Quand l'enfant fait une grosse colère, qu'est-ce que vont dire les parents? «Ça suffit, arrête!» Donc j'explique aux parents qu'en disant: «Ça suffit, arrête», ils le coupaient de ses émotions. C'est comme si un enfant pleure avec son cœur, les parents vont dire arrête parce qu'ils sont trop émus. Et donc je dis aux parents, ben non, il vaudrait mieux lui dire vas-y, pleure tous les larmes de ton cœur, comme ça, en dessous des larmes, eh bien, il y a la joie de vivre qui est coincée. Donc tu vas libérer la joie de vivre. Donc j'explique aux parents, je leur donne une indication par rapport à la prochaine fois qu'il y aura une grosse colère et je leur fais écrire sur un papier. Donc, première étape, donc, ils disent à leur enfant, tu as le droit de faire des colères parce que tous les humains font des colères. Là, ils ne le coupent pas de ses paroles. Deuxième étape. Mais cette colère ne doit faire de mal à personne, ni à toi, ni à nous, ta famille, ni aux autres, ni au matériel. C'est la loi du respect qui est absolument inflexible. Troisième étape. Je t'invite à faire ta colère, à prendre tout le temps pour faire ta colère dans ta chambre. Et puis, si tu as besoin de taper sur quelque chose, tu tapes sur un coussin et tout ça. Quatrième étape, quand tu as fini ta colère, je t'invite à revenir et si tu as envie de parler, nous pourrons parler. Je propose aux parents de lire ce texte à l'enfant et je lui demande, est-ce que tu es d'accord avec ces paroles? Donc la maman ou le papa va lire ces paroles-là et je demande à l'enfant, est-ce que tu trouves que c'est juste? Bah oui, c'est bien, oui. Et donc là, depuis quelques jours, je fais noter en plus sur le papier, je suis d'accord et je fais signer. Donc, la prochaine fois que l'enfant aura des colères, le parent sort le papier et il va commencer à lire tout simplement les phrases. Et là, d'emblée, la colère, elle va baisser de façon incroyable. Le trop d'amour donné par certaines mamans qui ont manqué d'amour dans leur enfance, tout l'amour qu'elles n'ont pas eu, eh bien, elles vont le donner à leur enfant, ce qui va les pourrir et les gâter. Parce que c'est comme trop d'eau pourrit la graine, pas assez d'eau, la graine se dessèche, trop d'amour pourrit et gâte un enfant, pas assez d'amour dessèche le cœur. Donc, j'invite ces mamans à reprendre le trop d'amour dans le cœur de leur enfant. Je leur propose de mettre les mains sur le cœur de leur enfant et de reprendre ce trop d'amour dans leurs mains. Je rassure l'enfant pour lui dire, t'inquiète pas, tu auras toujours assez d'amour. Et je dis à qui allez-vous le donner? Bah, je sais pas, bah, peut-être à moi. Bah oui, oui, quel est votre prénom? Émilie. Bah oui. C'est la petite Émilie qui crie depuis des dizaines d'années. Mais alors, la grande Émilie, pourquoi tu me donnes pas l'amour que j'ai pas eu? Hein? Occupe-toi de moi. Et donc, je donne souvent une mission à l'enfant. Est-ce que tu veux bien dire à ta maman, maman, aujourd'hui, est-ce que tu t'es occupé de la petite Émilie? Et souvent, ils disent d'accord. À qui appartiens-tu? Alors ça un cataclysme. Je demande à l'enfant à quelle personne tu appartiens, une personne que tu connais. Donc c'est maman bien sûr, papa, mamie, les sœurs, j'ai eu les chiens, les chats aussi, et après, bah, il patauge, il ne sait plus. Bah, qui c'est que tu as oublié dans la maison, dans la famille? Et puis souvent au bout de 10 minutes, bah, moi, bah, évidemment que tu t'appartiens à toi. Ben oui, et la vie, elle te demande de te prendre en charge, de t'épanouir, d'être heureux, et puis voilà, pour devenir un homme ou une femme responsable. Et là, alors là, c'est le tremblement de terre, et là, les changements sont très importants aussi à ce niveau. Et le dernier point, c'est la loi que j'ai instaurée pour les parents. Quand les parents arrivent, ils doivent toujours commencer par ce qui a pu progresser, s'il y a eu des progrès, et seulement en deuxième ce qui pose difficulté, parce que la société voit toujours ce qui ne va pas. Donc cette loi-là est indispensable pour aider les enfants à construire une image constructive d'eux-mêmes, de manière à démolir toutes les images négatives avec lesquelles ils arrivent, ce qui permet d'avoir une meilleure image de soi, une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, et c'est la spirale de la réussite vers le haut. Cela peut apparaître comme des petites choses, mais je suis convaincu que cela peut améliorer la société à venir. J'en arrive bientôt à la fin pour apporter le plus d'outils possible aux parents afin qu'ils aident leur enfant
à se prendre lui-même en charge et s'épanouir. J'ai créé en 2012 un site internet www.grandirpourguérir.fr et là, j'ai mis énormément de choses pour justement aider les parents, pour aider aussi les adolescents. En 2018, j'ai fait éditer le livre Le refus de grandir, le syndrome de Peter Pan chez l'enfant, édition Grancher. Il est actuellement en cours de traduction en anglais puisque j'ai entendu dire que les pays anglophones étaient beaucoup plus ouverts que les pays francophones par rapport à ce type de problématiques et de démarches que je vous explique. J'ai travaillé pendant 10 ans sur cet ouvrage qui relate toute mon expérience et mon approche différente de la psychiatrie classique. Vous venez d'en découvrir une partie dans cette conférence. J'ai choisi les parcours thérapeutiques d'enfants les plus marquants et la partie la plus importante dans ce livre, à mes yeux, c'est la prévention, qui est le 5e chapitre du livre avec l'école des parents créateurs pour faire une prévention dès la grossesse et après la naissance, l'autonomie, tout ça. Et ensuite, l'école de la vie pour les adolescents avec des diaporamas concernant l'école de l'amour de soi-même et l'école des amoureux, parce que le plus important, tout le monde le sait, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir enfin aimer de façon juste les autres. Donc voilà le site internet Grandir pour guérir avec ce flyer, un site internet qui propose une approche différente pour prévenir et guérir les troubles psychologiques des enfants et des adolescents. Voilà, donc juste à côté, donc la photo de mon livre, ce garçon qui s'envole comme Peter Pan, voilà. Et donc je vais arriver donc à ma conclusion. Je vais arrêter donc le diaporama. Et en conclusion, donc comme l'écrit Wikipédia sur le syndrome de Peter Pan, le très faible nombre d'études sur le sujet ne permet pas au syndrome de Peter Pan d'adopter un aspect scientifiquement viable malgré sa réalité constatée. Et donc, effectivement, je me bats, je me confronte à des barrages, à des incompréhensions, à des refus. Donc, pour tenter de faire reconnaître ce syndrome de Peter Pan chez l'enfant, j'ai envoyé fin août une lettre au président de la République pour lui demander d'intervenir auprès de la haute autorité de santé pour que des études cliniques rigoureuses et impartiales, bien sûr, soient faites sur le syndrome de Peter Pan chez l'enfant. Pour conforter ma demande, je lui ai envoyé mon livre accompagné de 15 témoignages de parents très heureux de l'évolution favorable de leur enfant, ils mettaient leur nom, avec ma méthode, dont 5 enfants sortis de leur syndrome autistique et plusieurs guéris de leur hyperactivité et troubles de l'attention sans médicaments. Voilà, je vous remercie vivement de votre attention. Et ben voilà, donc merci Daniel pour cette conférence. Le petit mot que j'ai, donc je ne sais pas si Guy Oui, a… oui, je suis là, je suis là. On va Ah, fermer. Merci beaucoup pour ah, cette conférence. C'était très, très intéressant. Et puis, merci. on va finir comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas tout vu parce qu'ils sont arrivés en retard ou ils n'ont pas eu de notification, il y aura également la possibilité de regarder cette conférence en rediffusion. Et pour d'autres qui voudraient regarder cette conférence, elle sera aussi disponible en formule payante de la même manière, ultérieurement aussi. En tout cas, si Daniel est d'accord. Je souriais parce que j'ai ma fille qui vient de me mettre un petit chat en me Mmh, remerciant, donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur, ma fille Pauline. voilà. Donc, voilà pour cette conférence. On termine comme ça et à très bientôt à tous. Ah, merci de votre accompagnement Guy, hein, vraiment, merci beaucoup et puis bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Au revoir à tous. Oui, au revoir.